et bienvenue dans ce petit moment de book club que nous organisons dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène. Je suis Lucie Campos, directrice de la Villa Gilet, et j'ai le plaisir d'animer quelques-unes de ces séances de discussion autour de livres, romans, essais qui sont des parutions récentes que nous trouvons en librairie ces temps-ci. Et là, il s'agit d'un livre très récent, puisque c'est de la rentrée de janvier qu'il s'agit, et qui nous parle de récits, d'imaginaires qui viennent traverser les problématiques et les questionnements qui sont par ailleurs discutés pendant ces journées de festival. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Laurin. Alors Hélène, primo-romancière, enfin en tout cas c'est le premier roman de vous que nous voyons paraître sur les tables de librairie. Et son roman est publié chez Verdier et s'intitule « Partout le feu ». Donc merci de nous avoir rejoints ici à Lyon. Hélène. Merci à vous. Et on va prendre le temps de parler un petit peu de ce livre qui est un livre singulier pour beaucoup de raisons. Alors, partout le feu, déjà, il y a le feu, il y a des éléments autour de nous dans ce livre. Le feu apparaît partout, dans des chansons, dans des textos échangés, dans des dialogues entre des personnages que nous reconnaissons comme étant des personnages assez contemporains de nous-mêmes, d'aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux commencer bêtement par ce titre ? Le feu, c'est quoi ? Quels sont ces feux qui nous entourent ? Quels sont ces feux qui sont là dans nos imaginaires aussi, dans les chansons qu'écoutent les personnages ? Le feu, c'est évidemment beaucoup de choses. Très prosaïquement, c'est le feu des incendies, évidemment, qu'on connaît tous, qui maintenant viennent rythmer nos printemps, nos étés, voire nos automnes, la perspective des méga-feux, enfin, cette angoisse-là, en fait, qui fait qu'on peut-être que maintenant on associe l'été non pas à la douceur des plages et du sable fin, mais peut-être plus, ou en tout cas autant, à la peur de la canicule, la peur de l'embrasement, en fait. Donc je crois que dans le choix de ce titre, il y avait avant tout cette menace de feu. Et d'ailleurs, on remarque quand même que dans les dernières rentrées littéraires, il y avait beaucoup d'ouvrages qui portaient ce nom. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent tous, quoi, cette menace du feu. Et puis évidemment, il y a toute la symbolique du feu, donc qui peut aller de la passion amoureuse à quand il est maîtrisé, quand il est maintenu dans l'âtre, la douceur du foyer, la chaleur. Le feu, c'est aussi utilisé parfois pour fertiliser les sols. Donc c'est un usage traditionnel du feu qui est contrôlé. Donc il y a évidemment toutes ces contradictions, enfin ces beaux paradoxes que porte le feu qui m'ont intéressée et que j'essaie d'aborder d'une manière multidimensionnelle. Merci. Alors effectivement, le feu circule, prend, peut rester en veille à certains moments et puis se propager à travers les discussions des personnages. Et je le disais, ce sont des personnages très reconnaissables que nous trouvons dans ce roman. Donc on a une figure centrale qui est Laetitia, l'heureuse, la bienheureuse, d'après son prénom. Laetitia qui a une jumelle, donc qui est déjà deux, qui a déjà un double et une autre possibilité d'être à côté d'elle. Et Laetitia qui, très clairement, doit être née à la fin des années 80, puisqu'on a un marqueur temporel assez clair, très vite, dès qu'on entre dans ce texte. Sa naissance est liée à Tchernobyl, à cet événement qu'ont vécu toutes générations confondues, ceux des années 80. Et la naissance de Laetitia et de sa sœur s'est faite à quelques minutes de l'explosion de Tchernobyl. Alors, on a l'impression que ce personnage est traversé par ce sentiment de contemporanéité
avec Tchernobyl, elle est née avec Tchernobyl et cette conscience la porte, mais elle est contemporaine aussi de beaucoup d'autres choses, des méga-feux que vous décrivez, de tous ces éléments autour d'elle dont elle a conscience. Et j'ai envie de poser la question de la contemporanéité. De quoi sommes-nous les contemporains? De quoi ces personnages-ci, dans votre roman, sont-ils les contemporains? Et de quoi avez-vous voulu les construire? De quelle contemporanéité? Avec quoi sont-ils faits? Oui, pour revenir rapidement sur ce choix de la date de naissance. En fait, moi, je suis née 2 ans après, 1 an et demi après. Et j'avais envie, évidemment, de faire ce choix romanesque, de situer la naissance le jour même, quelques minutes avant, pour lier Laetitia et Margot à cet événement qui constitue, en fait, pour citer Svetlana Alexievitch, un changement de monde. En fait, c'est pas simplement un événement qui passe et dont on fait le deuil. C'est quelque chose qui va retourner notre contemporain et qui va renverser notre rapport à lui. Puisque Alexievitch nous dit nous ne sommes pas dans le monde post-Tchernobyl. Nous sommes dans le monde de Tchernobyl. Et a fortiori, on est également dans le monde de Fukushima depuis, puisqu'elle disait ça avant. Donc le nucléaire porte ça en lui, c'est-à-dire qu'il a cet absolu peut-être de la catastrophe quand elle survient. Et cette temporalité extrêmement longue qui fait que elle nous côtoie encore 25 ans après. C'est-à-dire que les radiations ne s'envolent pas en quelques secondes. Et donc, on est tous, d'après Alexievitch, encore contemporains de cette catastrophe. Et d'ailleurs, pour la citer encore une fois, quand elle parle de la supplication, donc son ouvrage de recueil de témoignages magnifiques sur Tchernobyl, elle nous dit, je ne sais pas, la question principale pour moi dans cet ouvrage, c'est de me dire, je ne sais pas si je parle de ce qui est advenu, puisque c'est post-Tchernobyl, ou du futur. Et c'est ça, cette espèce de renversement de la temporalité qui m'a intéressée dans le nucléaire. Mais excusez-moi, je fais une digression du coup, mais je pense qu'il y a cette contemporanéité-là, évidemment. Et peut-être pour élargir plus largement, on est contemporain des catastrophes. Le nucléaire incarne très bien ces catastrophes, mais les catastrophes, on les connaît. Il y a évidemment le feu, les méga-feux, les incendies, etc. Je ne vais pas en faire une liste, on les connaît tous malheureusement. Et on vit dans la mémoire de la catastrophe qui vient de survenir, puisque l'ère dans laquelle on vit fait qu'on est au courant de tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi ailleurs, de maintenant et d'avant et d'un peu après. Donc, on est dans cette situation de vivre la catastrophe qui vient de survenir et dans l'appréhension de celle qui va survenir juste après. Et je pense que Laetitia, elle a cette particularité d'être toujours dans le bain de la catastrophe. C'est-à-dire que nous, on a un rapport, évidemment, c'est de la survie, un rapport d'oscillation dans le fait de côtoyer la catastrophe. On n'est pas tout le temps en stress post-traumatique à se dire je suis dans la catastrophe, on doit respirer, on vit, on est dans la routine. Laetitia, par contre, elle a ce rapport intense où la catastrophe est partout et tout le temps autour d'elle. Et c'est ce qui en fait, c'est ce qui m'a intéressée dans ce personnage, quoi. C'est ce qui peut faire d'elle, d'une certaine façon, une messagère, puisqu'elle porte cette intensité de récit-là. Ou inversement, on pourrait dire que ce personnage est un concentré de catastrophes, alors de plusieurs types de catastrophes que je vais énumérer un petit peu parce qu'elles ne sont pas du tout du même ordre. Effectivement, une espèce de catastrophe qui la marque à la naissance, puisqu'elle a cette conscience d'être née
de Tchernobyl, presque. Enfin, son temps est celui-là. Elle est née de ça, de cette grande complexité qui est Tchernobyl, toujours pas complètement comprise, y compris par elle-même. Donc, elle est née de la catastrophe et elle concentre autour d'elle une espèce de conscience de la catastrophe qui n'est pas que la sienne, qui est celle de différents personnages avec lesquels elle est en relation, qu'elle rencontre, qu'elle côtoie, avec lesquels elle passe du temps et avec lesquels elle fait des projets militants, qui portent tous, chacun à sa manière, la conscience d'une catastrophe à venir. Donc il y a une espèce de catastrophe originelle qui nous marque dans le temps d'aujourd'hui, dans un temps quelques décennies après cette fin des années 80, et il y a la conscience de choses à venir. Est-ce que les personnages qui sont des condensés de conscience, est-ce que cette Laetitia en particulier, vous pensez qu'elle a un avenir? Qu'est-ce qu'elle espère? Je suis pas sûre que Laetitia en particulier, évidemment ça s'applique pas du tout à toutes les personnes militantes, mais Laetitia, je suis pas sûre qu'il y ait un grand espoir pour elle, je vais dire, sans évidemment trop le détailler, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la catastrophe qui l'habite, quoi. Il y a aussi, et d'ailleurs c'est une conséquence de ces catastrophes en partie, mais Laetitia, elle porte un deuil, en particulier celui de sa mère, Memou, mais aussi des deuils qu'on connaît tous, qui sont le deuil, pour parler de solastalgie, donc le deuil d'un avenir qui soit au moins aussi, comment dire, qui préserve un petit peu l'environnement, qui soit moins catastrophique qu'aujourd'hui. Donc il y a ce deuil de l'avenir, le deuil du vivant qui est en train de disparaître, le deuil d'une vie sans pollution. À un moment, dans un de ses monologues, elle évoque le deuil d'une vie sans cancer, le deuil d'un récit aussi. Je pense que c'est vraiment ce qui est central pour elle, c'est le deuil d'un récit qui valorise le confort et l'accumulation comme but de la vie, en fait. Donc, Laetitia, elle porte tout ça en elle, c'est extrêmement lourd. Et ce deuil, je pense, du fait de son isolement, puisque, en fait, on la suit à un moment où, du fait de la répression judiciaire, elle est isolée de ses camarades militants qui étaient peut-être les seuls à la comprendre ou à l'écouter même. Donc avec qui elle vit au moment de l'action, son père et sa sœur qui est extrêmement différente d'elle, personne ne la comprend, elle est un petit peu tournée en dérision, il y a une incommunicabilité quoi, entre eux. Et pour cette raison, c'est compliqué pour Laetitia, il faut quand même l'avouer, mais elle n'est pas emblématique de toute la destinée des militants, évidemment, quoi. C'est très particulier. Effectivement, elle est pétrie d'angoisse et de peurs qui sont pas seulement les siennes, qu'elle partage avec d'autres. Et quand on parle d'isolement, effectivement, l'isolement radicalise paradoxalement une peur qui, elle, est partagée par le collectif. Et c'est une de ces figures très fortes de ce roman qui met en fiction, à travers ce personnage qu'on a l'impression de connaître un peu, mais un personnage bien fictif, un isolement bien fictif qui met en scène quelque chose d'une angoisse contemporaine. Mais Laetitia, elle a quelque chose d'autre, elle a la vie, et vous avez parlé d'un désir de vie. Elle a la vie, elle est vivante, on la suit vivante à travers ces pages qui ne sont pas des pages marquée ligne à ligne par la catastrophe. La catastrophe, elle est là au début, elle est là dans les feux qui apparaissent de loin en loin, elle est là dans les échanges. Mais ce personnage de Laetitia, il est vivant, bien vivant. Il est vivant dans son corps et il est vivant dans sa langue. Alors, c'est peut-être le moment de vous inviter à lire un petit passage du livre, puisque ce que j'ai pas encore dit, c'est que l'écriture est très particulière. Il s'agit d'un roman. Nous y trouvons des personnages qui sont effectivement
tout simplement identifiés par la police, enfin la gendarmerie, et empêchés de faire ce qu'ils voulaient faire. Et donc Laetitia est placée à l'isolement et doit réfléchir à tout ce qui l'anime. Donc c'est bien une fiction sur une forme de militantisme contemporain et une génération qui vit ce type d'engagement. Mais c'est aussi une langue. Et c'est une langue qui se présente dans les pages que nous lisons d'une façon presque poétique, puisque vous le voyez même sans je ne sais pas si on voit, même sans lire de près, chaque page est structurée par des segments de phrases très courts qui sont à la limite de la prose poétique, à la limite de la poésie. Et il y a une vie de la langue très très forte qui traverse ces pages et qui est bien la langue de Laetitia. Alors je vous ai perdu votre page, mais je suis sûre que vous allez la retrouver. Juste après. Donc je vais vous lire un extrait qui se passe au travail de Laetitia. Donc Laetitia, bien malgré elle, travaille dans un snow hall, dans une ZAC, quelque part dans le Grand Est. Donc c'est une piste de ski artificielle, qui est évidemment une aberration écologique, mais également financière, donc qui incarne un peu cette absurdité, quoi, dans laquelle elle se trouve. Elle a l'impression d'être noyée. Et donc je vais vous lire ce passage sur son arrivée au travail. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Aujourd'hui, je suis venue au travail beaucoup plus tôt. Il est 5 heures du matin et il fait encore nuit. Je suis venue pour le plaisir seul de sentir qu'un endroit m'appartient. Quelques heures suffisent pour goûter l'écho dans les vestiaires, l'absence au comptoir d'accueil, le sombre des pistes. Je m'assois sur un parpaing du parking, mes genoux craquent. Je commence à me rouler une rare clope en me demandant ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Comme si j'étais née aujourd'hui, 31 ans de rien ou pas grand-chose. Peut-être qu'ils ont raison quand ils disent que j'aurais dû continuer les métiers avec les responsabilités, les perspectives de promotion, les échelons de salaire, les machines à cappuccino en illimité. Je savoure le geste précis, la méditation qu'il exige. J'ai mis du temps à savoir rouler. De 20 à 30 ans, je le faisais faire par n'importe quel mec qui passait. Jamais on m'a dit non. Il suffisait d'avoir l'air peu assuré, timide, gêné. Ça marche plus si bien. Il faut répartir le tabac parfumé sur la longueur également, ni trop, ni pas assez. Humecter le collant au goût plaisant, ni trop, ni pas assez. Puis envelopper, serrer fermement le tabac friable, sans grosseur, au centre du cylindre, dense. J'allume la clope avec le Zippo, offert par Fauteur. Ce bruit de soufflerie est le plus plein que je connaisse. Il y a fait graver un petit cœur, en bas à gauche de la face arrière. J'avais mis quelques jours à le remarquer. C'est tellement ridicule que ça finit par me plaire. Je suis seule dans le parking, enveloppée. Goudron et air, noir concrété et masses différentes, abandonnée avec la ville de Thermes-les-Bains, déposée entre les îlots de loisirs, bowling et piscine et complexes, restaurant de burgers fait maison, lumière pleine d'attente et parking nostalgique. À cette heure, la ville est au seuil de la mise en route. Bientôt, les premiers curistes arriveront. Épuisés par l'heure et l'âge, ils quitteront l'hôtel Roi-Soleil comme un décor de théâtre, traverseront le parking à petits pas, l'avant de leurs pieds dépassera de leur tongue gratuite. Gênés quand même, ils se rendront aux soins du centre Thermacité. Là, ils s'immergeront dans les cuves brûlantes d'eau ou de boue, dans les vapeurs de fer, les yeux accrochés à un détail du mur, n'osant espérer, superstition, une amélioration ou résignés simplement, passagers de leur corps. Mais pour l'instant, seul le bruit de cette feuille qui racle légèrement le goudron et les cris indistincts des animaux du zoo se font entendre. Dans la fumée, je peux me croire survivante d'un cataclysme qui n'a pas encore eu lieu. Peut-être qu'un jour tout s'arrêtera, pas brusquement. Le poulet continuera à courir de moins en moins vite une fois sa tête tranchée. Mais tout s'arrêtera et nombreux nous serons,
qui caresseront l'idée d'un changement. Je souffle la fumée en pouffant, un cri lointain, singe, éléphant ou corbeau, annonce l'arrivée du matin. Voilà, donc la catastrophe est partout, mais elle est dans le poulet qui court, dans la neige artificielle qui est absurdement là, dans un quelque part du nord-est de la France. Elle est dans une fumée. On ne sait pas, mais tous ces petits signes annonciateurs de catastrophe nous rappellent à longueur de page que quelque chose est là, qu'une conscience est là, et qu'elle essaye de la dire, cette conscience. Donc, dans une langue qui se lit d'une façon absolument poétique, puisqu'on suit de signe en signe ces petits marqueurs, dans une langue qui est aussi collective, d'une certaine manière. Alors, je n'ai pas relevé tout à l'heure quand vous nous avez parlé de Svetlana Alexievitch, et c'était un peu à dessein, parce qu'en fait, Svetlana Alexievitch, La Supplication, donc très grand texte de non-fiction sur Tchernobyl, par une Svetlana Alexievitch qui depuis a eu le prix Nobel de littérature, a été récompensée pour des écrits qui à l'époque étaient simplement le produit d'un journalisme passionné, engagé dans la nécessité de dire ce qu'était Tchernobyl, et ce qu'était Tchernobyl dans le vécu de ceux et celles qui survivaient à la grande catastrophe de Tchernobyl, qui avait vécu pas loin ou à côté ou dedans, et qui devait faire face aux conséquences. La Supplication, c'est un très grand texte collectif, puisque c'est un texte qui donne voix à tous ces êtres, à tous ces individus, ces humains, et aux expériences qu'ils ont traversées. Pour moi, le lien entre Partout le feu et Svetlana Alexievitch ne tient pas seulement à Tchernobyl, qui est là, comme une espèce de signal. Il tient aussi à cette recherche d'une langue collective qu'avait Svetlana Alexievitch et dont on a l'impression, en vous lisant, que vous la cherchez aussi. Vous cherchez à travers Laetitia une langue collective pour dire l'aujourd'hui, le contemporain et l'angoisse qui la traverse. Est-ce que je me trompe ? Pas du tout. C'est exactement ça. Alexievitch se donne pour ambition de trouver la langue de la catastrophe. Et c'était vraiment ma préoccupation, peut-être plus ou moins consciente, mais je me suis demandé comment dire ce qu'on vit tous, alors qu'on n'a pas encore les mots pour décrire tout ce qui nous arrive, et on n'a pas encore et de nouveaux sentiments surgissent, et d'ailleurs l'émergence de concepts comme justement solastalgie ou éco-anxiété ou même anthropocène en fait viennent essayer de combler cette béance dans laquelle on se trouve face à ce renversement ou ces renversements qu'on traverse. Et le premier geste pour trouver cette langue, ça a été effectivement de réfléchir à la forme. Ça a été vraiment la toute première étape dans l'écriture de ce livre. Donc, je me suis même dit comment on peut continuer à écrire normalement alors que tout ce qu'on vit nous révolte autant et nous traverse, nous transperce autant. Et je me suis dit, naïvement, mais je l'ai fait quand même, il faut écrire autrement. On ne peut plus écrire des romans balsaciens, on peut plus faire ronronner la narration, on doit la bousculer, on doit la sectionner, on doit supprimer... On doit créer cette sobriété. Enfin, il y a évidemment énormément de façons de le faire, et mon prochain livre n'aura pas cette forme-là, mais en tout cas, cette forme que j'ai trouvée un petit peu par accident, elle porte cette radicalité, je pense, pour ça. Parce qu'il faut, je pense, réinventer, remettre en forme pour contenir peut-être un petit peu le chaos, ou en tout cas lui donner une autre forme et une autre apparence, hein, puisque dans cette forme, ce qui me plaît aussi, mais ça c'est
c'est peut-être la lectrice de poésie, c'est le côté graphique de ce bandeau au milieu de la page. Et donc, ouais, dans l'absence de ponctuation et dans le fait de retourner à la ligne régulièrement, il y avait cette envie de traduire en forme ce bouleversement et cette urgence aussi. Parce que je pense que ça peut se lier, on tombe d'une ligne à l'autre, c'est un flux quasiment ininterrompu, sauf par quelques post-it, mais on est complètement asphyxié, en fait, on peut l'être. Puisqu'on n'a pas les respirations des virgules, des points, et qu'on doit s'inventer ces pauses-là. J'aimais bien aussi cette idée que c'est une forme qui demande aux lecteurs et aux lectrices de travailler avec moi, en fait, et donc ça rejoint votre question sur le collectif. Effectivement, c'est pas... Moi, j'ai beaucoup pensé à la réception, à comment ça allait être lu, et comment le lecteur allait poser ses virgules imaginaires et faire des pauses quand il en avait besoin, et que ce travail-là, il se fait ensemble, en fait. Et collectif, je pensais aussi beaucoup à un travail tout simplement de collecte qui prendrait la suite en quelque sorte de ce que faisait Svetlana Alexievitch en allant rencontrer, frapper aux portes des habitants et rencontrer tour à tour les uns et les autres. Ici, on a l'impression d'un travail de collecte peut-être générationnel. Peut-être qu'on a l'impression que cet auteur, à côté de moi, Hélène Laurin, est allée frapper à différentes portes d'une même génération. Alors, les parents ne sont pas absents. Laetitia et Margot ont bien un père et une mère dont ils héritent différemment de choses contradictoires. Mais on a, à travers Laetitia et les personnes qu'elle fréquente, une espèce de portrait d'une génération, des chansons qu'elle écoute, de son vocabulaire aussi, son vocabulaire pendant les fêtes, les soirées d'anniversaire, etc. Et c'est ça que je mettais derrière le mot collectif, un travail de collecte qui aurait été le vôtre, vous, écrivain des années anthropocènes, qui viendriez rassembler ce langage. Il faut dire que j'ai parlé de poésie, mais il y a des post-it, il y a des extraits de chansons, il y a de l'anglais, il y a toutes sortes de choses dans cette langue. Oui, c'est très juste aussi. Je conçois vraiment l'écriture comme ça. Et c'est ce que j'adore dans cette pratique. C'est que c'est une mosaïque. Je trouve que c'est la seule chose, enfin c'est ma mission, quoi. C'est collecter les choses signifiantes qui flottent et qui n'ont pas forcément de sens toutes seules, et ensuite les assembler en une mosaïque qui va les interconnecter, les faire entrer en relation, les faire entrer en écho. Et c'est d'ailleurs très plaisant puisque contrairement peut-être, enfin tout dépend, mais j'avais pensé à un moment entrer dans la recherche et je me disais, mais moi ce que j'aime quand j'écris une écriture qui est pas scientifique, c'est justement que j'ai le droit de lire Voici et Proust, et de prendre une citation de chaque, de les mettre ensemble, de les secouer, et que ça aura pas forcément la même valeur, mais en tout cas on va s'intéresser à des références très populaires. Je sais pas, moi je trouve que Britney Spears par exemple, c'est un personnage populaire hyper intéressant, il faut écrire là-dessus. Les paroles de chansons qui sont très présentes, ou par exemple les citations d'un documentaire magnifique de Nicolas Imbert qui s'appelle White Plants, donc, qui est un documentaire indépendant et qui est cité à plusieurs reprises. Voilà, tout ça vient s'entrechoquer. Et effectivement faire peut-être un portrait de toute la consommation culturelle, on va dire, d'une génération. Et moi, mes références en tant qu'autrice, elles vont de la série comique un peu potache américaine, genre The Office ou Parks and Recreations, ou à la chanson pop, en passant par Anne Carson, une poétesse canadienne. Donc
c'est vraiment c'est mon plaisir d'écriture. Il est là, il est dans cette collecte et dans cette valorisation du dérisoire ou du marginal. Ouais, c'est exactement ça. Et qui, effectivement, nous parle d'une génération, mais nous parle d'anthropocène aussi. Enfin, bon, on parlait des mots à mettre sur les consciences collectives d'aujourd'hui. Le mot anthropocène en fait partie. Enfin, je le repêche là, puisqu'il fait l'objet de discussions toutes ces journées-ci pendant l'école de l'anthropocène et de discussions menées tant avec des écrivains de fiction qu'avec des experts ou des militants. Alors, votre livre commence à faire parler de lui, puisqu'il est très beau, puisqu'il dit tout cela. Et on le dit, on le décrit dans certains endroits comme un livre porte-parole. On en parlait tout à l'heure. J'aimerais revenir là-dessus. Ce livre est une fiction. Est-ce que la fiction doit se faire le porte-parole ? Je ne sais pas. Elle est parfois décrite comme étant le porte-parole d'engagement actuel, et c'est le cas pour votre livre. Je ne vous demanderai pas de répondre à la question de êtes-vous militante, vous ou pas, mais plutôt comment voyez-vous le rôle de ce livre dans cette grande conscience collective qui est la nôtre ? Ouais, c'est une question effectivement assez délicate et qui m'a inquiétée tout au long de l'écriture et puis encore plus au moment de la sortie. Puisque pour être porte-parole, il faut être légitime et être, je pense, actrice, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai évidemment mes idées sur le nucléaire qui transparaissent, je crois, un petit peu dans le bouquin, mais en tout cas, le militantisme, je ne le connais pas de l'intérieur. J'ai interviewé des gens qui sont concernés, avec vraiment une grande préoccupation pour le respect de leurs paroles et le fait de faire honneur en fait à ça. Et je crois que j'ai aussi une grande admiration en fait pour les personnes qui ont ce courage que moi je n'ai absolument pas. Et d'ailleurs je pense que c'est une des raisons de l'écriture de ce livre. Donc effectivement je me considère absolument pas porte-parole. Je pense pas que mon rôle se situe à cet endroit-là. Mais évidemment, dans ce travail de collecte, dans le fait de se laisser traverser par ce qu'on entend, ce qui est signifiant, et dans le fait de le mettre en forme, là se trouve, je trouve, mon travail, en fait. Et c'est là que je suis bonne. Je serais très mauvaise avec un porte-voix en manifestation, parce que je pense que je ferais une crise d'angoisse, ou voilà. Et c'est pas pour rien si j'ai choisi un métier où j'étais toute seule 24 heures sur 24. Donc mon endroit il se situe là, en fait. Et pour reformuler les choses autrement, je dirais qu'il y a peut-être une question qui traverse ce livre-là et nos discussions sur la parole. Qui a la parole ? Comment donner la parole ? Comment mettre des mots sur ? Comment transmettre les paroles de ceux qui portent ces angoisses-là ? Ouais, oui, c'est un débat très actuel qui est légitime pour parler de qui, de quoi et comment. Et je trouve que c'est une question qu'il ne faut pas évacuer en disant non, la fiction, c'est la liberté absolue. Ça l'est, mais c'est intéressant de se poser la question, en fait, je trouve. De se dire, est-ce que... parce que si on se pose la question, on va peut-être parler d'autre que soi, qui est quand même le principe de la fiction, avec justesse, avec... comment dire, peut-être une certaine déontologie, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, moi, c'est une question que je me suis vraiment posée. Je n'ai pas pris ça à la légère. Et en même temps, je me suis autorisée à le faire tout en n'étant pas du milieu militant, en me disant, en plus, voilà...
il y a tellement de raisons de s'auto-censurer et tellement de raisons, je trouve, en tant que femme aussi, pour ne pas écrire, que je vais m'autoriser ça, en fait, et je vais tout faire. Donc, ça veut dire se documenter, ça veut dire parler aux personnes concernées, et ça veut dire ne pas raconter des choses totalement invraisemblables, ou, je sais pas, mettre en danger les gens, ou, en essayant de le faire bien, quoi. Mais en s'y autorisant quand même. Mais de façon plus basique, on a l'impression que cette Laetitia a besoin de prendre la parole, elle a besoin de parler, elle a besoin de dire toutes ces choses qui la traversent. Et elle le fait dans des situations diverses, avec des personnages au nom très drôle, entre fauteur, Balek, le père, la mère, la sœur Margot, qui est la sœur un peu parfaite, qui n'a rien à voir avec sa jumelle. En prenant la parole à travers ce texte poétique, elle cherche à se positionner en permanence par rapport à ces différents autres personnages. Est-ce que vous avez réfléchi est-ce que vous avez essayé de construire un peu une espèce de carte un peu représentative des différents types de paroles à travers ces personnages ? J'avais envie effectivement de personnes très différentes, tout simplement aussi pour sortir du monologue et d'avoir plusieurs tonalités différentes, que celle de Laetitia, qui peut être aussi un peu lourde. Enfin, j'avais quand même dans l'idée qu'il fallait aussi des moments drôles, qu'il fallait des contrastes, et que les autres personnages qui sont très différents de Laetitia permettent aussi de pointer les limites du discours de Laetitia. Par exemple, on a une scène où le beau-frère de Laetitia, donc le compagnon de Margot... Excellent personnage. Lui, c'est peut-être un des seuls qui n'a pas abandonné l'idée qu'on puisse discuter avec Laetitia, mais évidemment, les discussions entre eux ne se passent pas hyper bien. Et lui, voilà, c'est quelqu'un qui va tous les matins faire 1h30 de route dans une bagnole évidemment énorme et luxueuse. Il gagne beaucoup d'argent, il affiche beaucoup cette richesse. Il part en week-end à Bali, comme dirait Laetitia. Et donc il y a ce contraste en fait énorme qui permet de créer le comique. Et à un moment, il dit à Laetitia, mais attends, toi tu vas hériter d'une villa 6 pièces en centre-ville. Moi, tu crois que j'ai le choix en fait d'aller bosser avec ma grosse voiture au Luxembourg, là on gagne 3 fois plus que dans le Grand Est. Donc il y a pour moi, c'était intéressant de trouver cet équilibre-là. Sinon, c'était effectivement, si c'était que la parole de Laetitia, ce serait un tract en fait. Il faut qu'il y ait ces contradictions et cette complexité dans chaque personnage. Et pour prendre l'exemple de Margot, donc la jumelle, qui est un peu la perfection d'un certain modèle, c'est-à-dire que, pareil, elle gagne beaucoup d'argent, elle suit les rails d'une belle carrière qui augmente régulièrement, qui répond aux attentes, en fait. Et Margot, en même temps, elle essaye de rester en lien avec Laetitia, mais c'est compliqué. C'est pas entièrement de la faute de Margot, qui peut être très agaçante puisqu'elle passe sa vie à prendre des selfies et à les poster sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le personnage de Margot, c'est, pour revenir à une question du début, c'est effectivement cette gémellité et le fait que ces deux sœurs incarnent deux choix de vie différents. Et on est, je crois, beaucoup à être dans ce cas-là, se dire mais quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que, si on le peut, quel choix je vais faire pour m'orienter d'une certaine façon ? Donc voilà, la diversité des personnages
permet de donner la voix à différents parcours que celui de Laetitia. Oui, et si j'insiste là-dessus, c'est effectivement toujours dans ce questionnement sur à quoi donne-t-on la parole, puisque Laetitia concentre en elle un certain besoin de mettre des mots sur une angoisse, sur cette conscience du contemporain, mais par le jeu de la fiction, elle est bel et bien encadrée par ces autres paroles, ces autres types de paroles en relation avec lesquelles elle se positionne. Alors la gémellité, oui, c'est effectivement c'est un vieux truc de la fiction pour mettre en scène deux destins à la fois inscrits dans un même moment contemporain et divergents. Et en lisant votre livre, j'avais fortement conscience d'une autre gémellité dans un livre récent qui est celui de Emmanuel Salasque, Orgel, chez POL, l'année dernière, qui était aussi l'histoire de deux sœurs jumelles, aussi sur fond de catastrophe, puisqu'il s'agit de deux sœurs qui vivent dans une vallée de montagne où les glaciers s'effondrent et où la vallée elle-même va finir par disparaître. Et la mise en scène de deux sœurs jumelles permet de mettre en scène la conscience divergente de la catastrophe. Ce qui me fait me demander, pour boucler un petit peu cette conversation, si vous avez d'autres références dans votre panthéon des écrivains de la catastrophe, ou pas, ou des écrivains du contemporain, puisqu'il n'est pas que catastrophique, autre que Svetlana Alexievitch et la supplication dont on parlait tout à l'heure. Oui, pour revenir brièvement sur la gémellité avant... je crois que je me suis assez fortement inspirée d'une série qui s'appelle Fleabag, qui a été adaptée en France avec Camille Cotin dans le rôle principal, Mouche, je crois que ça s'appelle en français, je ne l'ai pas vue. En tout cas, la série britannique, je l'ai trouvée excellente et les deux sœurs sont absolument impayables. Et donc, il y a cette sœur soi-disant parfaite en trench Burberry et puis l'héroïne qui est un peu foutraque et un peu paumée. Et les échanges entre elles sont assez fabuleux. Donc ça, c'était une référence. Et le livre d'Emmanuel Salasque, je ne l'ai pas encore lu, mais effectivement, ça m'a frappé en lisant la 4e de couverture de me dire qu'il y avait cette proximité-là. Et pour ce qui est des écrivains de la catastrophe, en fait, c'est une bonne question. Là, à brûle pour point, j'ai quand même lu pas mal de science-fiction et de dystopie dans mon adolescence. Et j'ai été très frappée par Ray Bradbury, notamment. Et je ne sais pas si on peut le qualifier d'écrivain de la catastrophe, mais en tout cas l'univers dystopique, les univers qu'il nous propose m'ont fortement marquée. Et la préscience aussi qui nous offre avec cette écriture m'a semblé absolument importante et frappante. Mais sinon, je vais être intéressée par des écrits philosophiques, par exemple Günther Anders, qui s'intéresse à l'âge atomique et au siècle des catastrophes. C'est comme ça qu'il décrit le XXe siècle. Donc, il va nous parler de... Lui, il s'est beaucoup intéressé à Hiroshima, Nagasaki d'un côté, puis à Auschwitz de l'autre, et développé à partir de ça ce qui fait... ce qui change, en fait, dans la condition de l'homme moderne. Comment ces catastrophes nous ont profondément changé. Il fait ça, Hannah Arendt le fait aussi. Donc voilà, c'est les références qui me viennent à l'esprit spontanément. Il y en a sûrement d'autres. Donc Fleabag, Günther Anders et Svetlana Alexievitch. Pardon, la salle est là, et si parmi les lecteurs qui sont dans la salle, il y a des questions, il nous reste quelques minutes. Ou des commentaires ou des contributions à la bibliothèque de la catastrophe. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais... On a des questions du public en ligne, on va juste... Ah, pardon, je les vois. Est-ce que je la lis ? S'il te plaît.
Alors, question du public, Hélène Laurin. Votre livre est bouleversant. Il est impossible de refermer le livre sans être obsédé par la scène finale. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Merci le public. Écrivez-vous à partir d'images? C'est une bonne question. Et c'est vrai que c'est délicat de parler de la fin, mais je vais essayer de contourner. Oui, tout à fait. J'écris. J'irais presque jusqu'à dire que j'ai des visions. En fait, pour moi, une scène qui fonctionne, c'est une scène que j'aurais envie de voir dans un film où il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle... évidemment qu'elle ait du sens dans la narration, mais j'ai cette préoccupation visuelle très forte au moment de l'écriture. Et la fin a été pour moi très difficile à écrire puisque j'hésitais entre plusieurs possibilités. J'ai pensé par exemple à une fin, je pense que ça aurait été intéressant aussi, plus fantastique, où par exemple Laetitia pénètre dans la forêt et a elle-même des visions, etc. Mais après, je me suis dit, c'est important qu'on ne sort pas de ce livre en se disant Laetitia est folle. Et ça explique tout. J'avais vraiment pas envie qu'on psychologise son personnage de cette façon-là. Ou alors une fin visuelle qui me plaisait beaucoup, c'était la rencontre... C'était Laetitia qui revenait voir sa sœur sur le lieu du mariage et les deux auraient eu cette robe de mariée et en miroir se seraient enlacés. Voilà, une fin très axée sororité. Donc, et là encore, c'est l'image qui a surgi, quoi, des deux robes de mariée, de cette blancheur dans la nuit. Donc oui, c'est une préoccupation que j'ai effectivement dans l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier, Hélène Laurin, pour ce très beau livre, cette belle lecture et un livre, comme je le disais, qui commence à faire parler un petit peu de lui, avec tous les risques que ça peut amener. D'être dite la porte-parole des militantismes contemporains, d'être décrite aussi comme une écrivaine qui renouvelle un travail qui nous accompagne depuis le XXe siècle sur la langue de la catastrophe. Je pense que c'est plus noble peut-être ou plus à la hauteur de l'écrivain que vous êtes en train d'affirmer, de ce rôle d'écrivain que vous êtes en train d'affirmer là. Merci beaucoup, Hélène Laurin. Merci à vous. Thank you.